Vous venez de passer devant le notaire, votre société est créée, il est temps de facturer justement la facturation. On en parle dans ce nouvel épisode de Pause Compta. Et comme à chaque fois, à mes côtés, deux chroniqueurs, deux experts, deux passionnés. Ben oui, on peut être passionné par la comptabilité, n'est-ce pas, Jordan ? Ouais, c'est une drôle de passion, mais bon, il paraît qu'il y a des professionnels pour psychanalyser ce genre de choses. C'est vrai. Je t'ai demandé en off, tiens, tu profites un peu de la vie ? Il m'a dit, mais attends, moi je suis comptable, tu crois vraiment que je profite de la vie ? On n'a même pas un week-end, mon ami. L'accent du bourrinage, je le maîtrise ou pas ? Oui, parfaitement. On va retravailler. Voilà. C'est sa première, deuxième épisode. C'est Cindy qui est avec nous. Bonjour Cindy. Salut. Merci d'être avec nous. Ta spécialité, c'est quoi toi exactement ? Alors, si tu veux la définir. Je suis juriste à la base. Ah. Donc voilà, après on se refait pas, c'est comme ça, c'est comme les métiers de comptable, c'est pas toujours bien vu. Mais voilà, du coup ça permet d'aider pas mal de personnes et puis voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien. Alors dans cet épisode, il y a un petit rituel quand on démarre. Je vais vous demander quelle est la question qu'on vous pose le plus par rapport à la thématique qu'on aborde aujourd'hui. On va parler de la facture, mais on va retourner le sujet dans tous les sens. Quelle est la question qu'on vous pose le plus par rapport à la facturation, Jordan ? Alors dans mon cas, c'est est-ce qu'on peut l'établir avec un bête traitement de texte ? Ah, c'est vrai que... Un Word, un Excel. Ouais. Est-ce qu'il existe des logiciels ? Est-ce que je peux le faire via Word, etc. C'est vrai, on va en parler dans un instant. Et il existe des outils, justement. Cindy, quelle est la question qu'on te pose le plus ? Alors moi, j'ai pas de question, c'est plutôt un constat. Attends Cindy, excuse-moi de te couper. Tu fais déjà, non. c'est ton premier épisode et tu fais déjà la rebelle. Tu veux déjà faire différemment des autres, mais j'aime beaucoup cette personnalité. Excuse-moi de t'avoir coupé, je t'écoute. Si t'as pas de question, tu as quoi ? Eh bien moi j'ai un constat parce que souvent on vient chez nous et on dit « Ah mais moi j'ai un problème, ça ne va pas. Je travaille comme une bête, j'ai quelque chose qui va pas, j'ai pas de liquidité, ça marche pas, il y a quelque chose qui cloche. » Et très 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 souvent, c'est parce que la personne elle facture pas. Elle facture pas au bon moment, ou alors en plus, elle réclame pas le paiement. Donc, je pense que c'est le pire. Voilà, et donc ça c'est catastrophique. Du coup la facture, faut en parler, c'est très important, il faut y passer. Eh ben, bienvenue dans cet épisode. Vous qui nous regardez, vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à partager des anecdotes aussi, des choses qui vous sont arrivées. C'est vrai que le but de ce projet aussi, c'est de fédérer une communauté d'entrepreneurs qui partagent aussi ces bons plans, ces bonnes pratiques. Cet épisode sert à éveiller vos esprits, à vous informer, mais à vous donner envie aussi de réagir en commentaire. Donc allez-y, posez toutes vos questions dès maintenant. Allô Amaris, c'est la séquence. Pendant 20-30 minutes, on essaie de répondre à toutes les questions. Pourquoi ? Parce que quand on a une question, on fait « Allô Amaris, j'ai une question. » Voilà, la pub elle est passée. Et voilà. nous on y répond. Et vous y répondez. Alors la première question, allons directement dans la partie, on va dire, la plus théorique. Faire une facture, ça s'improvise pas. On prend pas une petite feuille, on met tu me dois 2000 €, tu signes, c'est bon. Non, il y a des règles, il y a des informations qu'il faut mettre sur la facture. Je vous invite maintenant à les énumérer et puis je vais vous poser plein de questions. Quelles sont les informations importantes sur une facture, Jordan ? La première information, c'est quoi ? Déjà peut-être de mettre le montant total. C'est vrai. Les informations juridiques de l'entreprise. Ok. Alors quand on parle d'informations juridiques, c'est un grand terme, mais ne serait-ce que son nom, son siège social, son numéro d'entreprise, ses coordonnées. Une date pour la facture, un numéro séquentiel, une date d'échéance. Attends. Et il y a beaucoup d'informations, évidemment. Oui, il y a beaucoup d'informations, mais c'est bien. Au moins, on a déjà mis les gens en condition. Je vous propose de prendre une petite feuille, peut-être, et de dessiner peut-être tout doucement avec nous, de faire votre première facture avec nous. Essayons un peu de peut-être même déjà structurer dans l'espace les informations. Partons de en haut à gauche, même si je pense qu'il n'y a pas de mise en page obligatoire, bien précise, mais en haut à gauche, quelle est la première information qu'on met ? La date. La date de la facture. Ça, c'est obligatoire. La démission. Attention, démission de la facture. Donc, quand est-ce qu'on se trouve au moment devant son ordinateur, sa page qu'on écrit, etc. C'est quel jour ? Voilà. Ok, j'ai presté la mission. Ça, c'est après. J'ai mis un mois pour faire la mission et j'envoie ma facture à la fin de la mission. Je mets la date de fin ou je mets la date de quand j'ai commencé la mission ? Alors, tu mets la date de fin au moment où tu factures. Okay. Et puis, ta date après, je te propose d'en parler juste après. Ouh, il y a une deuxième date à mettre. Oui, il y a une deuxième date à mettre. Ok, donc la date de facturation, c'est un élément qu'il faut absolument mettre. Ouais. Et c'est la date du jour où tu rédiges et émets la facture. Une autre information importante. Généralement, si on part de la gauche, comme tu l'as proposé, c'est là où on va retrouver toutes les coordonnées de l'entreprise, généralement son logo également, puisque le côté droit va être destiné aux informations du destinataire. Ok. Tu as déjà remarqué sur une enveloppe,
que généralement, l'encadré transparent est sur la droite. Ok, donc les infos de notre société, quand on parle des infos de notre société, ça va jusque où? On doit mettre notre adresse, le nom, on doit mettre notre numéro de TVA? Numéro de TVA, numéro d'entreprise s'il n'est pas actif. Donc Ok. oui, vraiment tout ce que tu peux mettre à ce niveau-là pour qu'on puisse réellement te reconnaître et t'identifier. Alors, numéro de TVA, numéro d'entreprise, c'est souvent plus ou moins le même. Il y a juste une petite mention, enfin, il y a le BE qui diffère. Mais si je mets juste mon numéro de TVA, c'est bon, ou je dois mettre TVA 2 points, je mets le numéro et puis en dessous, je mets le numéro d'entreprise. Non, BE avec le numéro, c'est largement C'est suffisant, suffisant. Ouais. Ok, donc ça, c'est pour les coordonnées. Ouais. Je dois mettre un numéro de téléphone? Bon, c'est mieux. C'est pas obligatoire. C'est pas dans les mentions Alors, obligatoires. moi, je veux savoir ce qui est obligatoire et pas obligatoire. Alors, pas c'est pas obligatoire. obligatoire. Donc, le nom de la société, le numéro de TVA, c'est obligatoire. L'adresse obligatoire ou pas? Ouais. Bien sûr. Aussi. Parfait. Et alors, pour l'autre société, celle à qui on envoie, c'est la même chose, on met les mêmes informations? Tout à fait. Et bien Ok. collecter son numéro de TVA également si le client est assujetti à la TVA. Alors ça, c'est un vrai truc. Dites-moi si c'est vrai, si c'est une légende ou pas. Est-ce qu'on est dans l'obligation, nous, prestataires, de vérifier si le numéro de TVA du client est vrai ou pas? Alors c'est mieux parce que sinon tu vas avoir des problèmes avec ton comptable. Ouais, mais donc c'est pas une obligation légale. Je veux dire, on n'est pas obligé, l'État nous dit pas, vous êtes responsable. Si maintenant derrière c'est une entreprise frauduleuse ou une entreprise qui, on va pas se retourner contre nous aussi. Mais t'es pas responsable en tant que tel. Donc Ok. tu peux, du moment que tu effectues bien la facture, etc., que toi tu es bien redevable d'une certaine TVA, que tu la payes, entre guillemets, bah, logiquement t'as pas de souci. Puisque là on parle quand même d'une facture de vente que tu émets. Ok. Quand on te l'établit à toi, que toi t'es le client, bah, là c'est encore différent. Mais quand on parle des factures de vente vraiment qu'on émet, il y a moins de responsabilité. Parce que je connais des petits malins qui ont envie de gagner un peu d'argent, qui disent je suis en société, ils m'envoient un nom fictif, ils m'envoient un numéro d'entreprise, moi je fais la facture, je l'envoie, je vérifie pas, j'ai pas de problème en soi derrière moi. En soi non, mais par contre ton comptable aura un problème pour ton listing annuel. Ok, et c'est à ce moment-là que à ça la peut TVA. poser problème. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer concrètement, rapidement, sans trop aller dans les détails? Il va m'appeler, il va me dire, tu sais que ce client-là n'existe pas, et alors je fais quoi? Oh, il y a des moyens. Moi, j'ai touché l'argent il y a des entre-temps. moyens de recherche. Parfois, c'est simplement une faute de frappe. Aujourd'hui, la plupart des outils en ligne vérifient de toute façon l'existence du numéro d'entreprise. Hein. Ok, mais si au moment du listing, il s'avère que le client n'existe pas ou c'est n'importe quoi, à ce moment-là, je fais quoi? Je dois rappeler mon client, je dois rembourser, je dois faire quoi? Non, il se passe trop rien en ce qui te concerne. Ok. Simplement, il y a une formalité qui ne sait pas être D'accord. accomplie pour ton comptable. Je retiens que c'est pas obligatoire, mais que c'est vivement conseillé de quand même aller sur le site du moniteur, c'est ça? Il y a un site particulier que vous conseillez sur lequel on peut aller mettre le numéro de TVA pour vérifier que cette entreprise est en ordre ou... Tu as VIES, hein. Ouais. Donc tu VIES peux, qui est, oui, comment VIES. Ok, Tu on mettra tapes le lien en tout commentaire. hein. Voilà, tout simplement, tu tapes dessus, enfin pas sur le lien, Ok, ouais. ou sur la personne. On tape Et pas puis- trop fort. Oui, c'est ça, Pas légèrement. de violence, les amis, que de l'amour dans cette émission. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est de te dire qu'à partir du moment où ton client te donne pas des bonnes coordonnées, pas le bon nom, etc., généralement, c'est mal parti pour ton paiement. Clairement. ouais, J'aimerais quand même préciser aussi et ajouter que c'est différent en tout cas lorsqu'il s'agit d'un client étranger. Là, la vérification est obligatoire. Via ce même site d'ailleurs. Et c'est bien que tu en parles, mais on parlera tout à l'heure du cas précis parce qu'effectivement, quand on facture à une entreprise étrangère en Europe ou dans le monde, il y a des spécificités. On en parlera dans un instant. Ici, dans mon document de préparation, et on salue encore une fois Morgane qui a préparé ça comme une chef, forme juridique. Si par exemple, on me dit, ouais, ma société, c'est la mienne, par exemple, c'est CTX Agency, et que je mets pas SRL sur la facture, c'est grave. Parce que tu ne seras pas correctement identifié. Donc, Ok. je veux dire, c'est un peu problématique Ok. en soi parce que tu te définis toi déjà pas correctement. Donc, c'est un peu embêtant. En soi, t'inquiète pas, les impôts, ils te retrouveront. La date, les coordonnées des entreprises, tu m'as parlé d'une autre date. Ah oui, la date de Cindy. prestation. Ouais. Alors, ce qui est important aussi dans une facture, c'est de pouvoir bien identifier ce qu'on a fait. Quel bien on a éventuellement livré, la date de livraison, c'est là que la date elle intervient, les dates de prestation. Donc ça, tu vois, par exemple, on fait des prestations de service, nous par exemple, ou un avocat, il va facturer par exemple pour un mois, pour une prestation spécifique, mais il va le mettre. Ok. Donc ça permet vraiment de déterminer ce que tu as presté. S'il Ok. facture notamment un terme échu, pour prendre l'exemple. Ok, mais donc ça, c'est dans la partie descriptive du produit ou du service qu'on va mettre ces informations-là. Mais moi, je pense à une autre date, c'est la date du délai de paiement. Je pensais que tu allais me dire cette date-là, Oui, la date qu'on met, d'échéance. qu'on met souvent, Eh bien, qu'on met ça, souvent en c'est dessous. incroyable, c'est pas dans les mentions obligatoires. Non. Je te jure que si. Par contre, c'est plus que vivement recommandé, ça c'est évident. Alors, mais moi, j'ai une vraie question là-dessus. Parce qu'on dit qu'il y a un délai légal de 30 jours. Mais si moi, je veux me faire payer à 15 jours, que je mets date d'échéance 15 jours, et que mon client, il paye pas dans les 15 jours, est-ce que je peux me retourner contre lui ou pas? T'as des bonnes conditions générales?
pas trop. Ah bah Vous c'est allez foutu. travailler. Eh ben c'est foutu. Ok. En fait, tout part de tes conditions générales de vente. C'est primordial. Donc s'il signe, si je mets dans mes conditions, et on va en parler dans un instant, 15 jours de délai de paiement, qu'il a signé ses conditions générales et qu'il ne respecte pas, il ne peut pas faire valoir le délai de 30 jours. Clairement. Non, il ne peut pas. J'en Ça passe apprends des devant. choses dans cette émission. Vous aussi, C'est quand même j'espère. un peu le but. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est le but. Mais moi, on m'a toujours dit, tu peux mettre 15 jours, 20 jours, 5 jours, c'est 30 jours légal et tu peux rien faire. Non. En fait, si tu n'as pas de conditions générales de vente, c'est le code civil qui va s'appliquer. Point. Ok. D'accord ? Si tu en as, tu vas pouvoir vraiment, toi, te préserver au mieux, te sécuriser et mettre vraiment les règles qui t'intéressent. Donc, Voilà, donc, soit tu définis tes propres règles, soit la loi te les impose. En fait. Mais on va parler des conditions générales dans un instant, parce que c'est vrai que c'est hyper important. On est encore sur notre facture, là. Elle commence à se dessiner. Je suis tout en haut de la facture. Il n'y a pas aussi un autre numéro qu'on doit mettre qui n'est pas une date, mais qui est le numéro de la facture. bah, ton numéro séquentiel, Ça, c'est obligatoire. Un numéro mais- séquentiel, on parle dans les termes là. Là. C'est quoi un numéro séquentiel? bah, c'est des numéros qui se suivent. Quand tu Ah. factures, en fait, tu dois vraiment avoir une espèce de liaison. 1, 2, 3, enfin, tout le monde a appris à compter. Hein. Je ne vais Ouais. pas continuer jusque 100. Mais à la base, c'est ça. Donc, tu ne peux pas réellement avoir de trous. Alors, Ok. j'ai une super anecdote avec ça, c'est que j'ai une cliente, tu vois, un peu feng shui, elle travaillait aussi dans tout ce qui est voyance et compagnie, et elle m'a dit, ouais, écoute, moi je suis pas trop pour facturer avec le numéro 13. Alors, t'as 13, t'as 666, enfin bon, voilà, Ouais. je vais passer tous ces chiffres-là, mais je suis pas trop pour, tu vois, parce que j'ai pas envie de donner le mauvais œil à mes clients, etc. Puis c'est pas, au niveau énergétique, c'est pas top. Et je lui ai dit, écoute, ça pose quand même un problème. Parce que le contrôleur fiscal, quand il va débarquer, sache que lui, il sait très bien qu'entre le 12 et le 14, il y a un numéro. Et lui, il a un mauvais karma quand même. Mais donc on retient qu'on n'a pas une liberté par rapport à la numérotation. Ça doit démarrer à 1 et se suivre. On ne peut pas sauter une facture. Imaginons. Maintenant, vas-y. Il y a juste un truc. L'année suivante, on recommence idéalement la numérotation. Alors, on recommence idéalement. Mais justement, je vais donner des petites situations concrètes. D'accord ? Imaginons, je suis distrait et je saute une facture. Justement, je sais pas moi, la 14, et puis je facture la 15, la 16, la 17, et puis un jour je me réveille, 3 mois après, parce que je dois faire mon trimestre compta, j'ai oublié la 13 ou la 14. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais dans ces... Non, je l'ai même pas faite. C'est-à-dire que j'étais persuadé d'être à la 14e et j'ai pas vu, j'ai pas géré. Comment je fais alors ? Je dois tout recommencer, je dois renvoyer à mes clients toutes les factures, je dois faire des notes de crédit, je dois faire quoi ? À ce moment-là, je suis puni ? Je vais recevoir une amende ? Alors non, sache qu'en cas de contrôle, ce sera problématique parce qu'on va peut-être te dire, bah tiens, tu as peut-être essayé d'éluder l'impôt en ne déclarant pas tous tes revenus. Non, ça c'est déjà le problème. Par contre, si tu as un bon bureau comptable, à Maris, forcément, on va revenir chez toi et te dire, bah voilà, là tu as un souci, il faut éventuellement... je vais dire peut-être arrêter ta facturation, peut-être essayer de combler ce trou à un moment donné. Ça dépend au niveau des dates qui sont émises parce qu'il y a quand même un suivi à faire, la reprendre. Et si pas, en tout cas, nous, on essaiera d'avoir le justificatif de ta part en disant bien, non, j'ai eu un souci, j'ai oublié, etc. Comme ça, on pourra essayer d'avoir des preuves vis-à-vis Ce que du j'ai déjà fisc. fait également, c'est faire établir une facture vierge. Et dans Oui. le corps de la facture, donc clairement numérotée, indiquer qu'il s'agit d'une rupture de numérotation. Ok, Voilà. d'accord. Et il y a un document probant à ce moment-là qui justifie ce trou qui a été généré. Après, ça, c'est un petit problème que j'ai vécu avec certains logiciels. C'est quand tu passes à la 14, la 15, la 16 et que tu dois revenir en arrière, il te dit non, c'est impossible parce que tu as déjà fait 14, 15, 16. Bon, après, en vrai, j'ai des bêtises parce que mon logiciel, il m'aurait dit qu'il me manquait un numéro. Donc, je dis des bêtises. C'est n'importe quoi. Souvent, Bref. c'est ceux qui utilisent le traitement de texte. Ouais, qui se Justement, plantent qui là-dedans. ont- Tu as qui ont ce raison. problème. Bon, ok. On a répondu à cette question de la numérotation. Est-ce qu'il y a une manière de noter ce chiffre ? Est-ce que ça doit être 01, 001 ? Est-ce que je dois commencer par l'année, genre année 24-01 ? Ou alors, tant que ça se suit, c'est bon ? C'est freestyle, mais il faut que ça suive. C'est séquentiel. Tu Ok. vois, c'est ce mot un peu barbare que je t'ai dit au départ et tu me dis séquentiel. C'est ça. En fait, ça doit suivre une séquence qui se suit, tout Ok. simplement. Et donc, quand j'arrive à l'année suivante, je redémarre à 1 ou alors je peux suivre ma numérotation ? Alors, Jordan, C'est il le dit moment où est-ce je que tu bois, n'avais pas moi. la réponse ou est-ce que tu avais vraiment soif, Jordan ? il t'a répondu là tantôt. Tantôt, il faut recommencer. Il faut recommencer, mais c'est pas obligatoire. C'est pas On peut obligatoire. continuer. Ouais, on peut C'est C'est pour ça que j'ai reposé la question, Mais parce que j'avais c'est- la réponse évidemment. Mais c'est l'anarchie. Ouais, ok. Ouais. Donc il vaut mieux, tu conseilles en tant que comptable, de redémarrer à 1. À 1, oui. Ok, parfait. Merci pour cette Et information. peut-être de mettre l'année civile devant, par exemple, ou quelque chose comme ça. Numéro de facture, coordonnées, descriptif. Quoi d'autre comme information importante ? À un moment donné, on va parler de chiffres et d'argent.
Donc, on va parler de TVA aussi. Comment on présente les choses ? Généralement, tu vas indiquer ton prix unitaire. Okay. Donc, soit en termes d'heures, en termes de fourniture, de produits que tu as donné, tu as un prix unitaire sur lequel tu vas pouvoir reprendre éventuellement une ristourne, des réductions et autres. Et puis, sur base de ce prix unitaire, tu vas pouvoir le multiplier éventuellement et avoir ce qu'on appelle une base d'imposition sur laquelle on va partir. Et cette base d'imposition-là, tu vas la splitter en fonction des taux de TVA qui vont s'appliquer. Okay. 6%, 21%, etc. Et donc, une fois que c'est déterminé, tu vas également mettre en référence à ta base imposable le taux de TVA inhérent. Et puis, on va calculer ce qu'on a finalement comme TVA qui sera dû. C'est difficile parce que là, on est en vidéo, vous nous écoutez peut-être en podcast, de visualiser. Quoi qu'il arrive, on trouvera un moyen de vous mettre un modèle de facture, en tout cas un lien pour aller vers ce modèle de facture que vous allez pouvoir visualiser. Ce sera plus clair. Et regardez cet épisode avec la facture juste à côté de vous. Comme ça, vous voyez, vous comprenez mieux ce qu'on vous raconte. Ce que je propose, pour éviter d'aller trop dans les détails, c'est peut-être de parcourir les autres choses importantes. Description du bien ou service, tu as évoqué le fait que c'est un endroit qui était important où il fallait noter peut-être certains détails, c'est là qu'on peut le faire. Moi, j'ai une autre mention utile. Laquelle ? C'est le numéro de compte bancaire, sinon comment tu te fais payer ? Ah, ça c'est important. Et le pire, c'est que c'est pas obligatoire, c'est ça qui est dingue. Ouais. Mais c'est comme dit Jordan, c'est plus que recommandé. Hein. Ouais. Et alors, le nombre de fois où je l'ai vu manquant sur des factures, alors avec la mention à payer par virement évidemment. Hein, mais... Tout à fait. Ou alors le mauvais numéro de compte, alors ça j'ai vu ça aussi. Oui, mais si on ne le met pas, c'est pas une erreur de facture, c'est juste que c'est pas malin de ne pas le faire. Mais comme tu dis, c'est pas obligatoire. Tu risques d'avoir les problèmes. Je peux le mettre dans le mail qui accompagne la facture en disant envoyez ça sur ce compte-là avec cette communication-là. On peut le faire comme ça aussi. C'est pas obligatoire, mais un petit chiffre. Je pense que c'est important pour tout ce qui est rappel de paiement. Je l'ai lu là tantôt. Il y a un quart des Belges qui avouent ne pas payer dans les temps leurs factures, donc au niveau des délais de paiement. Et là-dedans, tu as 40% qui dit j'ai oublié. Donc à vous de faire un bon rappel. Deuxième, j'ai des difficultés financières. Et surtout, troisième, j'ai pas compris ce que j'ai reçu. Okay. Donc à partir du moment où ils savent pas exactement avoir toutes les informations sur la facture, dites-vous bien qu'ils auront difficile à payer également. Donc ça, c'est quand même... Et c'est vrai que le conseil qu'on peut donner, qui paraît peut-être bête, dites-moi si je me trompe, c'est qu'à un moment donné, faites votre modèle de facture et challengez-la avec quelqu'un. Et s'il ne la comprend pas, c'est qu'il y a un problème. Posez-lui des questions. Tu sais combien tu dois me payer ? Tu sais où tu dois le payer ? Tu sais ce que tu dois mettre en communication ? Et si la personne, elle répond à toutes ces questions, c'est que la facture, elle est plus ou moins bien faite. Ok, les conditions générales de vente, on en a parlé, on va creuser un peu. Est-ce qu'elles doivent être dans la facture, ou c'est un document à part, annexe, qu'on doit faire signer Alors, tu peux vraiment faire un petit peu comme tu veux. Okay. Mais je dirais, surtout, c'est ton timing. Donc, ne la mets pas après. Donc, une fois que... Généralement, tu le fais avant, soit quand tu remets déjà un devis, tu mets en même temps tes conditions générales de vente, et au plus tard, c'est quand tu émets la facture, elles doivent être accompagnées au moins des conditions générales de vente. Ta facture, tes conditions générales, c'est comme les paires de chaussettes, ça va à deux. Et ce que je vois parfois, c'est qu'effectivement, il y a les conditions générales très, très complètes qui sont dans un document annexe, ou parfois qu'on met sur un site internet et alors on met la référence sur la facture. Mais par contre, parfois, on met aussi un résumé peut-être de quelques règles importantes qu'on met en bas de facture. Ouais, ça peut se faire aussi. Ou au dos. Ça arrive. Ok. Alors, il faut faire signer, c'est obligatoirement ou pas ? Non, c'est dans les grandes lignes. Hein. Une facture qui est émise avec les conditions générales, qui est payée, est une facture, ce sont des conditions qui sont validées. Oui, c'est admis. Oui, tout à fait. D'accord. Merci pour ces informations-là sur la facture et les conditions générales. On fera certainement un épisode un jour sur comment faire de bonnes conditions générales, à quoi il faut penser. On ne va pas aller dans les détails de ça. Je pense qu'on a tout mis. Les conditions de paiement, on les met où ? Est-ce qu'on les met dans le mail ? Est-ce que si tu as mis une date d'échéance, les conditions de paiement sont déjà indiquées. Tu sais, Davy, moi j'avais juste envie de te dire, oui, les conditions générales, on n'en parle pas trop. On parlait de la facture justement et un petit peu des prestations qu'on effectuait. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est quand tu veux prester quelque chose, tu t'engages à faire soit un travail avec une obligation de moyens ou de résultats. Mm-hmm. Et c'est très difficile à parfois à percevoir la bonne différence, mais dans tes conditions générales, c'est hyper important de les avoir. Ouais. Alors, je prends ton exemple. Par exemple, on va dire toi, Davy, tu vas facturer les prestations que tu es occupé à faire, donc la petite interview. Et donc, soit on peut avoir une obligation. Fais pas ça. Ah, tu factures pas. Moi, je fais ça pour la communauté. Moi, je suis don de soi.
Next alors. Non, mais l'exemple est très concret et parlant, tu as raison de le Voilà, préciser. donc tu vas facturer et soit tu as une obligation de résultat, on va te dire ok, tu pourras facturer si l'émission qu'on a produite aujourd'hui, eh bien elle sera vue par 10 000 personnes par exemple. Alors on va couper cette émission maintenant, parce que tu donnes des idées au patron, et ça me dérange, Cindy. Mais j'ai compris l'idée. Non mais c'est vrai. Mais du coup toi... Moi je prends l'idée. Hein. Non, mais... Ah oui, c'est toi qui t'occupes c'est moi qui valide les factures. Non mais toi du coup, tu vas tout de suite après l'émission aller voir tes conditions générales de vente pour voir quelles sont tes conditions de prestation. Donc soit obligation de résultat, tu dois avoir par exemple 10 000 clics pour l'émission, donc on va essayer d'y arriver, mais voilà. Soit obligation de moyens, bah voilà, tu passes un bon moment avec des personnes super sympathiques, voilà, et c'est suffisant. Tu vois, tu fais une bonne émission et tu seras payé. J'aime bien ça, les obligations de moyens. J'aime beaucoup, je vais mettre... Mais merci, j'adore pour cette première, Cindy, merci pour toutes ces précisions. L'obligation de moyens, elle impose quelque chose aussi au client. C'est de mettre justement le prestataire dans les conditions de pouvoir accomplir son travail. Aussi, donc ça permet aussi de pouvoir aussi se retourner aussi contre le client s'il ne fait pas son taf non plus. Est-ce qu'il y a encore autre chose d'important qu'on doit dire sur la facture de base? Il y a des spécificités en fonction de cap précis, on en parlera tout à l'heure si on a le temps, mais sur la facture, on a tout dit, hein, je pense. On va retrouver, tu sais, la communication de paiement attendue, la fameuse VCS ou ce genre de choses. La communication de paiement, ça c'est intéressant. Il y a ces fameuses communications avec des chiffres classiques et puis communication. À quoi ça sert? Est-ce que c'est intéressant de mettre une communication structurée ou pas? Nous, en tant que comptable, on apprécie beaucoup parce que dans l'automatisation, ça aide justement à ce que la comptabilité soit facilitée, puisqu'alors il y a une réconciliation dans la comptabilité du paiement avec la facture qui a été émise. Alors moi, tu sais, j'ai pas envie de payer pour utiliser un logiciel qui fait des factures. Donc moi, je suis sur Word, j'invente ma communication structurée ou il y a une logique derrière ça? Je me suis toujours demandé, il y a une logique en fait, parce qu'il y a une validation du format de communication structurée, donc elle peut être incorrecte, tu peux pas mettre ce que tu veux. Par contre, t'expliquer comment elles le font, ok, donc moi, j'en suis bien incapable. Si je fais une facture homemade, et que je veux mettre une communication structurée, je dois utiliser un logiciel particulier pour générer cette communication structurée. Ou alors j'évite de le faire dans ce cas-là. Il y a une espèce d'algorithme qui vérifie que c'est correct. Et tes clients te paieront avec le numéro de la facture. Oui, à mon avis, c'est tout. Oui. Reprends ton numéro séquentiel, tu vois ce qu'on a parlé. Ce sera bien. Mais c'est vrai que souvent, c'est ce que les gens disent. Hein, c'est tu mets en communication le numéro de la facture et c'est bon. Et ça sert à quoi? Ça permet au comptable après de pouvoir lier le paiement à la facture. C'est ça l'intérêt de... C'est encore une histoire de tordu de développeur informatique, aussi, à mon avis. Ouais, vous faites partie de la même famille, non? Non, mais je dis ça, je dis rien. On rigole. Bon, merci pour ces précisions sur la facture. Je pense que là, on a un peu les grandes bases de la facture. Alors, il faut qu'on parle d'un petit truc maintenant quand même, parce qu'entre les factures pro forma, les devis, les bons de commande, et je vais pas vous mentir, parfois, je m'y perds un peu. Mais d'abord, j'ai reçu un petit message du Big Boss. Damaris Belgique, il me dit comment on fait des conditions générales, je vais où? C'est vrai, c'est qui fait ces conditions générales? C'est un avocat, non? Alors, sincèrement, tes conditions générales, il y en a beaucoup qui vont aller chercher sur Internet, retrouver ça. Oui. Il fait très bien ça. Oui, il fait bien ça, mais bon, voilà. Après, souvent, on va rechercher chez un autre, un concurrent et autres. Tu sais, les conditions générales, pour moi, c'est important. C'est comme quand tu vas acheter ta voiture, tu vas chez ton coiffeur, tu t'achètes des godasses, tu prends quelque chose qui te convient. La couleur, la taille, la coupe, enfin voilà. Ce qui est important de mettre, c'est que ce soit vraiment en relation avec ce que tu fais ton activité. Et donc, quand tu vas faire des conditions générales, tu veilles à aller chez un professionnel. Pour moi, c'est super important. Donc, quelqu'un qui va pouvoir vraiment te faire quelque chose picobello qui te convient parfaitement. Et petit conseil ou petite expérience que moi j'ai vécue, je suis tombé sur un ami qui est graphiste. Donc, il avait cette affinité-là. Et en fait, il avait pris un temps bête à refaire la mise en page de ces conditions générales avec aussi certaines parties qui étaient mises en évidence parce que lui, il voyait ça aussi comme un document pour justement renforcer la relation de confiance avec le client et pas uniquement un truc pour me protéger moi en tant que prestataire, mais aussi pour dire ok, moi je suis transparent, voici mes conditions, tous les deux on sait comment ça va se passer. Et donc ces conditions, c'est vraiment aussi ça sert à ça aussi, c'est de renforcer justement cette relation de confiance. Ça sert aussi à être équilibré dans la relation d'affaires en fait entre soi, l'entreprise
responsabiliser son client, donc pourquoi pas. Et c'est souvent des documents qui sont lourds en plus avec beaucoup de détails, donc peut-être travailler malgré tout la mise en page peut quand même peut-être être Moi je trouve que ça témoigne de confiance. Dans l'oreillette d'ailleurs on me dit oui, il y a un développeur fou qui vient d'envoyer apparemment un message en disant que les communications structurées c'est du modulo 97. Alors, ça veut dire quoi ça? On n'est pas avancé mon ami, mais c'est comme ça. Si je peux dire à ton développeur de donner des informations qui servent à quelque chose, mettez-le en commentaire si vous en avez davantage. À rien. Mais on ira se renseigner sur comment est-ce qu'on peut générer potentiellement, j'imagine qu'on doit pouvoir le faire, ces communications structurées. Si on fait des factures avec Word ou avec Excel, on mettra les informations en commentaire de cette vidéo. Bon. En tout cas, il y a des économies qu'il ne faut sans doute pas faire. Et la question des conditions générales de vente, c'est un préalable. Et je retiens qu'il y a des modèles existants, qu'on peut aller voir la concurrence, que ChatGPT peut nous aider. Et ça peut être aussi un moyen après de démarrer une base, d'aller voir un avocat et pas qu'il nous facture 3 000 €. Mais s'il a déjà, je perds mon bic, s'il a déjà une base faite avec ChatGPT, il pourra juste améliorer et vérifier. Et il facturera quand même 3 000 €. Et il facturera quand même 3 000 €. C'est ça, donc merci, tu sais quoi, passe directement par lui, je pense que c'est plus simple. Ouais. Maintenant, tu disais quelque chose d'intéressant. De temps en temps, j'essaye. Écoute, je suis vraiment contente pour toi et en plus je trouve vraiment que la relation elle est sympa. Mais non, pour rebondir justement sur ce que tu disais par rapport aux clauses qu'on met dans les conditions générales, c'est vrai qu'on a souvent l'impression en tant que client, quand on reçoit les clauses générales, on les prend vraiment comme une série de règles qu'on va te taper comme ça. Et on est méfiant, parfois on se dit mais bien entendu, un truc en petit quelque part. Bien entendu. Alors, soit tu es très méfiant, soit tu les lis même pas. Mais généralement je les lis pas, je les signe, je me dis c'est bon. Après généralement elles sont bien faites parce que derrière ça, il y a quand même vraiment le juge qui va intervenir en cas de problème. Ouais. Donc il va vérifier si les clauses sont pas trop abusives et donc il va remettre une certaine équité dans tout ça. Donc t'inquiète, ce sera quand même au global, ça ira. On mettra tout dans la balance et on fera en sorte que tes intérêts soient respectés, que ce soit pour le prestataire ou ton client. Il y a un fameux dicton qui dit gérer, c'est prévoir, et les conditions générales, c'est gérer en fait. Effectivement. Différence entre facture et facture pro forma. On voit ça parfois, facture pro forma. J'ai déjà reçu ça de prestataires qui m'envoient ça, et puis ils m'envoient la facture quelques jours après, quand j'ai payé, ils m'envoient la bonne facture. C'est quoi ça, la différence? Alors, il y a les deux mots en fait, facture, pro forma. Grosso modo, facture, bah oui, parce que comme une facture, ça reprend les mêmes mentions. D'accord, tu retrouves vraiment les mêmes choses dont on vient de parler juste avant, ton numéro séquentiel, je vais te le remettre. Hein. Mais du coup, voilà, tu reprends vraiment ces mêmes mentions qui sont là, qui se répètent. Par contre, une facture pro forma, ce n'est pas une facture. Elle ne vaut rien. Voilà. Alors pourquoi, dans quelles conditions, dans quel contexte on va générer une facture pro forma? Pourquoi certaines personnes le font? En fait, déjà, ça s'apparente à une offre. Okay. C'est un peu comme une sorte de devis. Un devis, oui. Ouais, c'est vraiment ça. Et ça a été souvent mis en application dans les échanges au niveau international. Alors, je vais te passer tout ce qui est plus rébarbatif, mais ça s'apparente à un document vraiment administratif qui va permettre à la douane de faire son travail, tout simplement. Tu me contredis si je me trompe, mais ça a l'air de se perdre. Oui, ça se perd de plus en plus. Les factures pro forma, je les vois de moins en moins dans les dossiers. Le devis, très bien, mais les factures pro forma, beaucoup moins. Moi, il y a un jour, il y a un ami à moi qui faisait justement ces factures pro forma et qui m'a dit, moi, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'il y a trop de clients qui ne m'ont pas payé. Derrière, trimestre TVA, clôture, je dois avancer la TVA. Alors que si je fais une facture pro forma, il paie à l'appui de ce document-là, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Donc, et il génère la facture que quand il a reçu le paiement. Et donc lui, c'est pour cette raison-là qu'il faisait ça. C'est malin ou... En fait, dans ta facture pro forma, tu peux déjà facturer tes marchandises que tu vas avoir besoin pour prester, etc. Donc ça te permet, c'est vrai, déjà de récupérer des liquidités. Maintenant, on voit beaucoup de clients aussi qui travaillent avec des acomptes. Tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, sincèrement, vous voulez ça, travailler aussi avec des acomptes sur vos prestations. Donc ça vous permet aussi d'avoir des liquidités en avance. On voit ça aussi de temps en temps, même beaucoup dans les restaurants, où le premier ticket qui sort est un ticket pro forma. Dans l'Oreca, il y a certainement des gens peut-être qui nous regardent, qui veulent ouvrir un restaurant. Pourquoi dans l'Oreca, on voit beaucoup ça? C'est un peu le même principe, en fait. C'est pour que tu puisses valider ton addition. Pour pas devoir... tu vérifies ton addition, est-ce que ton escalope était la bonne, finalement, et les 4 bières que tu as bu. Et une fois que tu as validé ton addition simplement au serveur, il émet le ticket TVA, cette fois-là, qui est en fait l'équivalent de ta facture. Ok, mais je retiens que pour un business, on va dire classique, on évite plutôt les factures pro forma, on fait des devis, on fait des factures d'acompte. Évidemment. Hein. Est-ce que ça existe encore, les factures d'acompte? J'ai une idée en tête là, un truc qui me vient, c'est qu'à un moment donné, on faisait des factures d'acompte et puis un jour, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça n'existe plus, ça sert à rien, ça ne se fait plus.
Et qu'un mail, par exemple, est suffisant de dire, ben voilà, tu dois payer un tiers pour que je démarre la mission et je t'enverrai la facture à la fin de la mission. Est-ce que le mail avec cette mention-là est bien, ou vous conseillez plutôt de dire, ok, si tu divises en 3 les paiements, tu fais 3 factures? Alors généralement, ça se fait aussi en fonction des prestations qui sont établies. Donc on ne va pas facturer non plus des acomptes si on sait qu'on va commencer une mission ou une construction ou quoi que ce soit dans les 6 mois qui suivent. C'est beaucoup trop loin. Donc on va généralement fractionner ça en fonction de l'avancement, par exemple des travaux ou d'une mission spécifique. D'accord ? Moi j'aurais tendance à dire, après tu peux me contredire Jordan, facturons. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a émis une facture, on sait qu'on va être redevable de la TVA éventuelle et évidemment de l'impôt dessus. Ce qui permet aussi de se dire, ok, on paye l'impôt quand il est dû. Et pas de se dire on a comme ça des retards ou de la dette qui s'accumule, c'est quand même pas l'idéal. Ok, donc tu conseilles, si tu as un accord sur facturer en 3 temps, ben tu fais pas genre 2 mails avec les acomptes et puis une facture finale, tu conseilles de faire 3 factures. Oui. Ouais. Il y avait aussi eu, et c'est vrai que ça remonte, mais un cafouillage en fait administratif de la part de l'administration qui un temps avait voulu en fait changer ce qu'on appelle l'exigibilité. Le moyen d'exigibilité de la TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est due sur base de, justement, la facture, et ils avaient essayé de faire une espèce de produit législatif pour dire ce ne sera plus la facture qui emporte la TVA qui est due, en fait, mais le paiement. Okay. Et donc, à ce moment-là, il fallait émettre des factures d'acompte, enfin, tout un cafouillage, ils sont revenus là-dessus, mais ça laisse toujours un peu des traces. Merci pour ce petit moment d'histoire. C'est rien. Anthropologie. Je sais à quelle porte ce traumatisme. Ouais, non, mais vraiment. On a aussi une question, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on a évoqué la facture, mais c'est hyper important. À un moment donné, il faut mettre la TVA rapidement. Je sais que c'est complexe. On est en Belgique, il y a des taux il y a plusieurs taux, il y a plein d'exceptions. La TVA, rapidement, qui se lance pour l'expliquer? Alors, le taux normal, c'est 21%. Ok. Je me demande qui l'ignore. Non, celui-là, on l'ignore pas, le taux normal. Mais ça veut dire quoi un taux normal ? C'est le taux qui s'applique à la plupart, finalement, des produits et des services en Belgique. Et tous les autres taux sont des exceptions. D'ailleurs, tous les pays ont des taux dits exceptionnels. On a, après, on va vers le bas, évidemment. On a le 12% qui s'applique dans certains cas plus particuliers. Si j'ai bonne mémoire, encore à la margarine. Oui. Notamment. Donc des cas très spécifiques concrets où on peut avoir un taux de TVA. Allez, c'est dingue ça. 12%, tout le monde le sait également, la restauration. Ouais. Sur certains. Voilà, et les boissons, c'est pas 6% ou un truc comme ça ? Alors 6%, pour tout ce qui est alimentaire est à 6%. Ok. Ouais, ça dépend si et très récemment, et là tu me contredis, ils ont enfin inscrit le 0% dans la loi. Ils l'ont inscrit. N'y était pas. Maintenant, en termes réellement applicables sur le terrain, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Et donc qu'est-ce qui va être à 0% ? Du tabac. Le tabac va être à 0% ? Ouais. Après, il se sucre déjà sur les accises. Hein. Oui, les sacs poubelles. Ok. Voilà. Et il y a un certain nombre de produits comme ça qui sont soumis effectivement à un taux de 0%. Et dans certaines situations, donc là je mélange peut-être tout, hein, vous me dites, hein, moi je joue toujours le gars qui ne sait rien, en vrai je ne sais rien, mais bon bref, il y a des gens parfois qui me disent, moi je suis pas soumis à la TVA, donc tu mets pas de TVA. Ouais. C'est le régime souvent de la franchise de taxe. Ouais. Mais donc ma facture, quand quelqu'un me dit ça, ma facture en fait ça change quoi pour moi dans ma rédaction de ma facture ? Donc je mets un montant, je mets le montant et je compte pas la TVA ou il faut savoir c'est qu'il existe, outre le fait, toi tu es par exemple assujetti ordinaire à la TVA, donc comme la plupart finalement des indépendants, et après il existe un tas d'autres catégories qui ne doivent pas facturer de la TVA. Par exemple, ton médecin, il est assujetti exempté. Ok, donc ça veut dire que lui, quand il dit moi c'est 25 € de l'heure, c'est pas 25 hors TVA et il rajoute 20. Voilà. Okay. Il n'y a pas de TVA sur ce qu'il te demande. Okay. Il ne peut pas récupérer la TVA non plus. En fait, il va se comporter comme un particulier. Mais c'est quand même un assujetti. Et si c'est mon client qui n'est pas assujetti, moi je fais une facture normale et c'est son problème à lui. C'est-à-dire que moi je fais ma facture avec mes 21% de TVA, c'est juste que lui ne va pas les récupérer parce qu'il n'est pas assujetti, c'est ça ? Il n'a pas de droit à déduction et il existe comme ça un tas de modes d'assujettissement à la TVA. Le franchisé TVA est l'un des plus connus. Finalement, l'assujetti exempté, mixte, partiel.
Et pour tout ça, il faut en discuter avec le comptable, tout simplement. Alors, ça dépend aussi parfois de l'activité qu'on fait. Je voulais parler aussi des cas précis quand on facture à l'étranger, mais comme on est dans le sujet de la TVA, quand on travaille avec des Français ou avec un autre pays. Un problème avec les Français ? Non, j'adore moi les Français. Non, Mon grand-père était français, clair. donc légionnaire. Donc je fais pas partie de ces Belges qui détestent les Français. Sauf, je trouve sauf ça pendant les matchs de foot. Sauf pendant la Coupe du Monde. Très bien. Quand ils jouent contre les Belges. Voilà. Mais donc, quand on doit facturer en France, là aussi, il y a un truc un peu particulier par rapport à la TVA, non, Cindy ? Oui, il y a plein de règles qui vont s'appliquer et donc tu ne pourras pas facturer comme tu le fais actuellement. Donc il y aura toute une série de mécanismes à avoir et de réflexes. Okay. Alors je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment pour aborder tout ça parce que tu vas devoir définir... Surtout très vaste. Très vaste. Quelle est ta nature de prestation est-ce que c'est une livraison, une prestation de service, etc. Alors, je vais prendre un cas simple, alors quand même pour qu'on ait un peu une idée, que les gens comprennent. Prestation de service, voilà, moi je suis dans la vidéo, il y a un client qui m'appelle et qui me dit Davy, viens à Paris, faut que tu me fasses un after movie, j'adore ce que tu fais. Et moi je lui dis dans le mail, ok, moi c'est 2500 € hors TVA. Puisque en tant qu'indépendant, entre indépendants, on parle hors TVA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au final, je lui envoie une facture de 2500 et je mets ma TVA et de nouveau, c'est son problème à lui, ou je dois lui envoyer une facture de 2500 et je dois mettre 0% de TVA. Tu es dans une prestation de service qu'on appelle B2B. Ouais. A priori. B2B, c'est business to business. Voilà, quel bel accent. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de TVA en fait, sur la facture. Et c'est lui qui tire son plan finalement avec sa TVA. Okay, donc je mets nationale. 2005, je mets 0% de TVA, mais par contre, il n'y a pas un truc que je dois mettre une mention particulière. C'est une mention obligatoire. Dans ce cas-là, auto-liquidation suffit. Avant, il fallait faire référence à plein d'articles du code en fonction de l'opération. Bon, ils ont enfin simplifié quelque chose donc je vais juste mettre dans notre le mot vie. auto-liquidation. Ouais. Et je le mets où ce mot ? Où tu veux. Il doit être où je veux sur la facture. Ouais. Généralement, on le fait juste en dessous, une fois que tu as ton... Près du total. TVA. Oui, c'est ça. Pour que ce soit... Voilà, bien visible. Voilà. Ok, donc je mets juste le mot auto-liquidation. Et ça suffit. Si certains, on voit encore les références, les anciennes Oui, références ça, à la loi, ouais. et c'est pas plus mal, quelque part. Mais la mention auto-liquidation aujourd'hui suffit. C'est également applicable si tu fais des travaux immobiliers pour une entreprise de construction qui fait des travaux pour un autre assujetti. Et à une mention en tout cas de le fameux régime co-contractant qui est très connu, qui nécessite également une mention sur la facture. C'est vrai qu'il y a la fiscalité en Belgique, c'est vrai que c'est un truc très complexe. Régime de la petite entreprise. Il y a un tas de mentions obligatoires comme ça en fonction du cas d'espèce. Je me permettrais juste de rebondir sur un petit truc que tu as dit, Davy, parce que tu parles justement des relations internationales. On a quand même eu pas mal de cas au niveau des facturations qui sont comme ça des gens qui achètent sur Internet. Ils sont notamment en franchise. Franchise très, très dangereux. Très dangereux. Et donc en fait, ils achètent toute une série de choses sur Internet. On adore Amazon, toutes ces choses-là, etc. Et puis voilà, Temu. Et puis tu mets dessus il en faut 3. Eux ils disent ils ont reçu leur numéro de TVA entre guillemets, mais ils sont en franchise donc ils ne mettent pas de TVA et ils n'ont pas droit à récupérer cette TVA non plus. Et puis ils se disent super. Et donc quand ils donnent leurs coordonnées, ils donnent leur numéro de TVA. Et donc la prestation qui est faite, la livraison ou autre via Amazon, eh bien eux ils vont juger que c'est un assujetti normal en Belgique. En fait ils achètent hors TVA, ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Et du coup après on leur revient et on leur demande de payer la TVA. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un jour le courrier très désagréable de l'administration. Tu sais, celui qui te fait aller vite aux toilettes et qui pense que tu es condamné à mort en fait tout simplement pour réclamer les taxes qu'ils n'auraient pas dû déduire. Je suis désolé les amis, je vous adore, vous êtes incroyables, mais en fait j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris au concept de franchise. Pour moi, la franchise, c'est je vais ouvrir un Deleuze, je négocie une franchise. Non. C'est quoi vos histoires de franchise avec Amazon, Temu ? C'est pour les très petites entreprises en fait, qui ont un faible chiffre d'affaires en Belgique et qui peuvent alors se comporter comme des particuliers finalement et n'ont pas non plus de droit à déduction. Donc elles ne demandent pas, souvent on a des esthéticiennes, des coiffeurs, ce genre d'activités, faibles activités en fait, vont s'inscrire comme franchisés, ne demandent pas de TVA sur ce qu'ils vendent ou sur la prestation qu'ils font, mais ils ne déduisent pas non plus. Or, s'ils achètent à l'étranger qui communiquent un numéro de TVA, parce qu'ils en ont un, ils sont entrepreneurs, ils prédéduisent. Et ça, l'administration belge n'aime pas. Aïe, là j'ai un peu mieux compris, merci. Voilà. Merci. J'ai fait ce que je peux. Non, mais désolé, j'essaie d'être à votre niveau, mais parfois la réalité...
Tu te sous-estimes de vie. Merci. Non, il Jordan. pédale dans la choucroute. Bon, Elle est dure en affaires. facture pro forma, on a parlé. 2 secondes, le devis. Il faut qu'on parle du devis, il faut qu'on parle de la note de crédit aussi, parce que la note de crédit, c'est hyper important. Je commence par quoi ? J'ai commencé par la note de crédit parce qu'elle est directement liée à la facture. La note de crédit, donc j'ai une facture. Finalement, la prestation se fait pas ou il y a un souci, je dois émettre une note de crédit. Donc en fait, c'est quoi exactement la note de crédit ? Tu reprends vraiment tout ce que tu as mis comme mention dans ta facture et plutôt que de l'appeler facture, tu mets note de crédit. Ok, parce Une que facture en négatif. ok, parce que ça on l'a pas Ouais. dit, mais le document facture, il faut qu'il y ait écrit facture dessus. Ah, Et clairement. donc le devis, c'est je reprends la facture, j'enlève facture et je mets devis. Là, t'es passé du devis à la note de crédit. Pardon, note de crédit. Sorry, excuse-moi, merci Jordan. Oui, en fait, tu refais la même chose, note de crédit, et généralement, ce que tu fais référence évidemment à la facturation qui est erronée ou que tu veux Ok, annuler. donc je remplace facture par note de crédit. Dans le descriptif, je rajoute la référence avec la facture et la petite question piège. Quel est le numéro que je mets sur le devis ? Est-ce que je mets numéro 1 comme la facture, Sur donc la note de un crédit. système séquentiel, ou alors je reprends le numéro de la facture ? Ah, On est tu- toujours sur les notes de crédit, Davy. Oui, pardon. Oui, en fait, tu reprends dans Dernière fois. ta description le numéro de la facture que tu veux annuler, mais tu recommences ton numéro séquentiel pour ta note de crédit. Donc, tu fais 1 ou 2 notes de crédit par an, eh bien, tu commences par le 1, le 2, le 3, et ainsi de suite. Tu continues. J'utilise un logiciel. Je fais pas de la pub qui s'appelle, mais je le dis comme ça au moins vous le savez, il s'appelle Cegid. Quand j'émets une note de crédit, en fait, elle s'intègre dans la suite de mes factures. Donc si ma facture était la 13, que j'émets une note de crédit pour la facture 10, eh ben, cette note de crédit se met en 14. Et puis ma facture reprend 15. C'est logique ça ou pas ? Ça suit le fait de la documentation, des documents qui se suivent. Oui, c'est admis. Chez nous, on peut aussi encoder, par exemple, on peut très bien ne pas faire de distinction entre la facturation et la note de crédit, entre guillemets. Par contre, il faut vraiment pas se tromper. Et pour le comptable, c'est pas toujours évident de bien pouvoir percevoir la différence. Donc, Ok, donc le c'est pas conseil que l'idéal. vous donnez ici dans cette émission, c'est que ce soit pour les factures ou les devis, vous démarrez à 1, vous faites le suivi et juste vous faites référence en descriptif Aux notes de crédit. aux notes de Mais crédit. si tu veux, je t'assisterai quand tu émettras la note de crédit pour Ouais. le manque de suivi sur nos. Oui, sur nos c'est pour être réseaux. sûr que tu marques pas de D'accord. devis dessus, tu Ouais, vois. non, complètement, ouais, merci. Mais et Merci. alors tu vises évidemment la facture sous-jacente en disant annulation ou correction, par exemple de la facture 005, peu importe. Ok, on accélère parce qu'on le temps avance à une vitesse, c'est juste dingue, il y a 10 000 trucs à dire. Il y a 2 documents encore parfois qui se confondent, le devis et le bon de commande rapidement. What is adverskill tu sais de tuer. Ah, alors, On essaie évidemment. de faire on teste un peu les émissions bilingues. Hein. Si jamais vous êtes intéressé, vous nous le dites. On peut tenter un petit talk show en néerlandais. Quelle est la différence entre les deux ? Alors, le devis, quelque part, c'est une manière, c'est un document un petit peu prévisionnel où on va expliquer au client, c'est le premier abord, on va aller chez lui, on va lui expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va lui fournir, quelle livraison C'est de la biens on va proposition. faire, voilà. C'est l'offre, c'est ça. Quel est le prix. Ouais. Alors, par contre, très, très, très important. Attends, quand elle le dit 3 fois, c'est Ah non, bon. non, Ah ouais, mais là c'est en la grand, tension en est gras, montée, avec, tu vois, les T'as lumières senti, et hein. tout. Ouais. Tu peux pas louper. Tu dois mettre une date à laquelle ton devis prend fin. Pourquoi ? Je te prends le Covid et l'Ukraine. Alors là, ça, Ok, ça, ouais. ça, c'était Oui. le pompon. On a plein de gens qui ont facturé. Donc qui n'ont pas facturé, qui ont émis des devis en disant voilà, je vais faire telle prestation pour tel prix, etc. Souvent dans la construction d'ailleurs. Et donc on a eu le Covid, alors tout le monde s'est tu. Au début on savait pas trop, on n'a pas bougé. Et puis après tout le monde a décidé je vais faire mes constructions, mon jardin, mon truc et tout, ma piscine, etc. Et puis voilà, ils ont ressorti les petits devis du fond du tiroir en disant mais tu m'avais proposé ça. Et attention, quand tu proposes un devis, toi en tant que prestataire, engagé, hein. tu t'engages. Bien sûr. Ouais. Donc c'est contraignant pour toi. Et donc tu dis ok, et le client il signe. Il dit ok, je veux partir sur ces bases-là. Et donc du coup toi tes pieds et poings liés, tu peux aller construire la petite piscine sur laquelle tu gagneras que dalle. Parce que le Donc, prix des matériaux a doublé. Voilà, tu n'auras pas de marge et limite tu mettras peut-être la clé sous la porte. Donc ça veut dire que si j'émets un devis et puis après je suis dans l'action, j'oublie que j'ai émis ce devis, que le gars me répond 4 mois après en me renvoyant le devis signé et il n'y avait pas de date dessus, je dois prester au tarif que j'avais mentionné. Clairement. Bien sûr. Incroyable. Sauf si tu as des bonnes conditions générales de vente. Et on y revient. Ongelooflijk. Bon allez, je reviens dans mon français. Je me ressaisis. Ok, j'ai compris, mais donc le devis, ok, c'est une offre. Si le devis est signé, si le client renvoie le devis signé, c'est bon, il peut plus revenir en arrière. Clairement. Let's go. Ouais, lui, Ok. lui aussi, les pieds et poings liés à ce qui s'est Ça passé. vaut contrat.
Incroyable. Et imaginons, je fais pas de devis, mais j'envoie une facture parce que moi, tu me payes à l'avance et que donc la facture, je la fais pas signer, mais il fait le paiement. C'est bon, quoi. Oui, il fait le paiement. Après, on a toujours... Toutes les parties se sont entendues finalement sur un prix, sur toutes les conditions d'un contrat quelque part. Mais donc le process Clairement. que vous conseillez quand même avant de faire la facture, c'est quand même de toujours faire un devis, de le faire signer. Quand le devis est signé, générer peut-être la première facture dite d'acompte ou la partie 1, plutôt de fonctionner comme ça. Alors, tu sais, devis, on parle beaucoup de devis. Maintenant, il n'y a pas que ça. Ça dépend aussi du type de prestation que tu fais. Nous, par exemple, on parle souvent des lettres de mission. Voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Mais en tout cas, c'est de pouvoir dire au client, voilà ce qu'on vous promet, entre guillemets. On va presser pour vous à tel prix, etc. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir partir sur des bases saines dès le départ. Mais j'ai le sentiment que le bon de commande, c'est la même chose aussi. Non, quelque part, le bon de commande, c'est le moment où le client se dit et s'engage réellement à prester. Donc, en tout cas, à souscrire. À souscrire à ce que mais tu là, offres. là, on vient de dire que le devis, s'il le signe, il souscrit. Alors, quelle est la différence entre le devis et le bon de commande ? Le bon de commande, tu vas vraiment, quelque part, marquer au niveau du document ta volonté de... J'aimerais simplement dire que le devis, quelque part, c'est le prestataire qui se porte garant de prester à ce tarif-là. Le bon de commande, c'est l'inverse. C'est l'acheteur qui donne quelque part une confirmation au prestataire, au vendeur, d'acheter à ce prix-là. Ok, donc le process idéal, dites-moi si je me trompe, que ce soit pour de la vente de produits ou de services, je fais un devis, je dois faire un bon de commande et puis je fais une facture. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Alors vous conseillez quoi ? Dans quel contexte ? Aidez-moi. Là, je suis perdu, parce que vous me dites que le bon de commande, c'est important parce qu'il acte. Puis vous me dites, mais non, en fait, non, c'est pas obligatoire de le faire. Les bons de commande vont souvent se cumuler et vont être, par exemple, synthétisés via une facture récapitulative à l'appui des bons de commande. Ok. Voilà. Tandis qu'un devis, c'est une offre commerciale qui fera généralement l'objet d'une facturation à l'identique du contenu ou des éléments qui auraient été biffés. Et si je dis par exemple que le bon de commande, c'est plutôt pour de la vente de produits. Oui, c'est le cas. Clairement. Et que le devis, on va dire, c'est plutôt adapté plutôt à la vente de services. Devis, même pas de service, parce que tu peux avoir aussi, mais une prestation peut-être plus globale. Tu parles de produits, oui, on achète, on livre quelque chose de bien précis. Parce que du one shot. Oui, c'est ça. Tu vas avoir un devis pour refaire ta toiture. Par contre, par exemple, au bureau, l'entreprise qui nous apporte des fruits, puisqu'on est une entreprise moderne, donc les collaborateurs ont comme ça leur panier de fruits toutes les semaines, établit un bon de commande chaque semaine et envoie une facture tous les mois, parce que j'ai pas envie de le payer 4 fois sur le mois. Est-ce que c'est des fruits qu'on te livre ou des frites ? C'est pas aimable ça. Bon, je peux me le permettre. Je peux retourner la question, mon ami. Je peux me le permettre. Bon, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je pense que ceux qui nous regardent ont compris un peu les grands concepts liés à la facturation. Rapidement, on va revenir sur ta question de base qu'on te pose souvent. Est-ce qu'il existe des logiciels de facturation ? Il en existe plein aujourd'hui. Il y en a pléthore que ce soit sur le web, en desktop encore sans doute. Voilà, CJ, tu l'as cité, Team Leader pour des besoins plus importants. Il y en a un qui m'échappe, Zervan, Squarelle également. Voilà, qui est l'application d'Amaris justement, permet d'émettre des factures. J'ai tapé sur Google récemment pour ma nouvelle société, j'avais mis modèle, template de facture, Google Docs, qui est donc le Word de la suite Google. Et j'avais des templates qui étaient déjà générés, que je pouvais facilement télécharger et importer dans mon Drive. Donc il y a des solutions qui existent et qu'on peut facilement adapter si on ne veut pas utiliser un logiciel. Tout dépend du niveau de développement. Okay. Plus ton entreprise va être développée et plus par mesure de simplification, tu vas peut-être investir dans un logiciel. Si tu émets quelques factures sur une année, ma foi, un traitement de texte est suffisant. Oui, c'est vrai qu'au final, les logiciels ne coûtent pas non plus très très cher. Moi, le mien, il est autour de quelques euros par mois. Ouais, quelques euros, on est quand même autour des 30 euros quand même, pour... prix moyen. Ok, on mettra des références. N'hésitez pas à mettre les logiciels que vous utilisez en commentaire de cette vidéo. On va peut-être en découvrir des nouveaux. Parce que j'ai l'impression que tous les mois, il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché. Donc, à voir. Alors, dernier sujet important. Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu 2 secondes de ceux qui ne payent pas leurs factures ? Les rappels de paiement.
On peut terminer là-dessus. sûr. Je vais te poser la question à toi, Cindy. Bah oui, évidemment. Alors, tu prends un ou deux cousins bien bâtis. Et... Non, je rigole. Je prends Jordan. Non, je rigole. Est-ce que Jordan, c'est compris dans le package chez Amaris? Est-ce qu'il y a le service? Non, mais Jordan, J'ai une petite anecdote sur le sujet. Tu sais que mon grand-père était à peu près aussi intimidant que moi et il avait un ami assureur, et à l'époque, les assureurs allaient encaisser les quittances au porte-à-porte. Et lorsqu'il se faisait pas payer, il appelait mon grand-père Robert, hein, justement. C'est mon vieux Robert. Et d'un seul regard, Et les gens payaient, je te jure. Donc, une idée pour améliorer l'offre. Mais donc, Cindy, ouais. Bah, 3 cousins alors. Non. Plus Jordan Voilà. et son grand-père. Et là, c'est bon, les gens payent. Voilà, non. On a bien parlé des conditions générales de vente. Ça, c'est super important parce que pour pouvoir faire des rappels de paiement, bah, voilà, il faut être dans les conditions qui permettent de le faire. Alors, il y a quand même une loi qui est sortie le 1er décembre 2023. Alors, quand je dis loi, tout le monde dit « Ah non, c'est rébarbatif, je veux pas. » Mais enfin, c'est quand même important de le savoir. Pensez 14 jours. C'est important. C'est généralement le délai dans lequel vous allez pouvoir faire un premier rappel de paiement. sans frais. Sans frais. Vous ne pouvez pas facturer. Et c'est bizarre comme les gens n'en ont quasiment pas parlé. Ok, Clairement. donc ça veut dire que si dans mes conditions générales de vente, si j'ai pas mis de conditions générales, légalement, il a 30 jours pour payer. Si dans mes conditions générales, j'ai mis paiement dans les 15 jours, à partir de cette date-là, je dois attendre 14 jours pour pouvoir envoyer le premier rappel sans intérêt. Alors, je reviens. Petite erreur de départ. Quand tu n'as rien mis, c'est pas 30 jours en fait. Quand tu n'as rien mis, normalement, c'est paiement au comptant. Content. Ça va? Mais d'où vient cette légende des 30 jours? Légende urbaine. Vraiment? Ah oui. Il n'en manque pas. Écoute, un jour, il y a- on va faire un épisode rien que sur ça. Je peux. Putain, Oui, c'est si dingue tu parce veux. que le nombre de prestataires qui me disent j'ai 30 jours pour payer, Mhm. je suis sûr que même notre réalisateur il a déjà entendu ça plus d'une fois. C'est parce que Je crois même que moi je lui ai dit ça aussi. J'ai 30 jours pour payer. c'est le plus usité, tout simplement. C'est le plus Ok. usité. C'est généralement ce qu'on donne Ok. comme délai la plupart du temps. Mais autrement, normalement, c'est au comptant. Eh ben, je suis content d'avoir fait cette émission pour avoir appris ça, vraiment. Mais donc, ok, donc j'ai 14 jours et je peux pas mettre d'intérêt, même si j'ai mis dans mes conditions générales Clairement. que. Oui, pas- ouais. Incroyable. Ouais. Ok, premier rappel, il est envoyé. Et puis j'ai de nouveau 14 jours à attendre pour envoyer le deuxième. Oui, clairement. Incroyable. Après, tu peux faire une première mise en demeure ou alors, une mise en demeure peut-être plus formelle. Tu peux partir sur formalité en disant Ouais, certains voilà, appellent paye. rappel de niveau 2. Oui, voilà, c'est ça, avec éventuellement un envoi recommandé. Nous, souvent, on dit, faites 2 rappels sympathiques, d'abord. Voilà, simplement pour essayer quand même de garder une bonne relation avec le client, surtout si on veut le garder à long terme, ça peut J'aime être bien sympa. celui de Proximus où il t'envoie un SMS en disant un oubli, ça arrive à tout le Oui, monde. c'est ça. Ouais. Tu vois. Clairement, tu fais partie des 40% sur le quart de Belge qui a oublié de payer. Ouais, chez Amaris, on s'est un peu inspiré d'ailleurs de ça. Et le deuxième rappel, il est aussi sans intérêt ou là on peut mettre des intérêts? Alors, tu peux commencer à mettre des intérêts. Sur le Mais c'est ce deuxième que je dis, à toi de voir aussi ta relation avec le client. Et il y a un taux légal ou pas? Minimum, maximum. Maximum plutôt. Maximum, ouais. Alors, il faut savoir qu'au premier semestre 2024, les intérêts de retard, ils étaient de 12,5% l'an. Donc, ratez pas votre coche, quoi. Mettez quelque chose de sympa parce que ça vous permet aussi de récupérer des liquidités. Voilà. Il faut savoir que quand votre facture n'est pas payée, vous avez quand même déjà payé vos impôts normalement. Les versements anticipés, vous avez payé votre TVA, etc. Éventuellement les marchandises, le personnel, j'en passe. En gros, Ouais. vous avez presque rien gagné. En plus, vous avez payé. Et peut-être les intérêts à la banque sur une facilité de paiement. Ouais, c'est clair. Donc, Ok. quand on met tout ça ensemble, on se dit, là, il faut quand même être derrière, aller rechercher les sous, entre sûr. guillemets. Et donc, vous pouvez mettre des intérêts de Premier retard. rappel, premier rappel sans intérêt, deuxième avec intérêt ou pas, si on a envie d'être sympathique Ouais. ou pas. Et après le deuxième rappel, c'est là qu'on rentre dans le dur. Ah oui, alors là, une fois que c'est fait, tu as fait ça par évidemment recommandé pour bien mettre les choses Ouais. de manière officielle. Et puis tu peux partir sur une aide huissier, avocat, société de recouvrement aussi. Attention, parfois c'est cher, donc bien voir. Et puis si ça va pas, tu vas au niveau du judiciaire, tu vas récupérer tout ça auprès d'un juge. Et l'ensemble constitue un dossier. Donc ça, il faut jamais oublier de Ouais. constituer et de garder l'ensemble des rappels. Je Il y a pense- donc la phase amiable Ok. et puis il y a le conflit. Je pense qu'on pourrait vraiment faire un sujet un jour sur le recouvrement, les huissiers, etc. Donc on va éviter d'aller dans les détails puisqu'on est déjà très très loin ici dans cet épisode. Je pense que globalement on a fait le tour. Je fais un dernier tour de table. Est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur la facturation? On évoquera aussi prochainement tout ce qui est facturation électronique parce qu'il y a des choses qui ont un peu changé. On fera un épisode peut-être hors Ils vont série seulement là-dessus. changer. Oui, Oui, oui. ouais, donc qui vont, ouais, c'est ça. Donc on a fait le tour, je pense. Oui, une dernière, un Oui. dernier mot. Teasing 1er janvier 2026. Ouais. Voilà. Après, moi je dirais simplement, tu sais, on parle souvent, on ménage sa monture, etc. Mais quand on parle facture, tu te dis toujours, tu as une paire de chaussures, tu en as 2. C'est comme les chaussettes, c'est pareil. Tu fais une facture, déjà tu l'as fait.
Donc, tu as une première chaussure pour aller. Et deuxièmement, tu t'arranges pour être payé. Et à partir de ce moment-là, tu as des bonnes godasses et tu vas loin. Cindy, je retiens que tu as parlé 2 fois de chaussures dans cette émission. J'adore les On sait chaussures. quoi t'offrir C'est pour horrible, les fêtes de fin d'année. Cindy, tu as été exceptionnelle pour ta première. Merci. Jordan, c'est ta deuxième. Tu es tout le temps exceptionnel, j'ai plus besoin de te le dire. On te retrouvera dans le prochain épisode, évidemment, puisque tu fais partie des meubles ici dans ce studio. Une fameuse commode. Une très très belle étagère. Les amis, vous n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire. On a plus ou moins une demi-heure, on dépasse à chaque fois le timing. Toujours. Mais donc on est là, Morgane, son équipe est là pour répondre à toutes vos questions. On vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Deezer, Apple Podcast, Spotify. Parlez-en autour de vous aussi. Tous les indépendants que vous connaissez, tous ceux qui veulent créer des entreprises, dites-leur que cette émission existe, c'est hyper important. Merci Jordan, merci Cindy. Un grand merci à toi. Merci Davy.